Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre émission Le Jury du Dimanche qui reçoit Boubacar Camara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur honoraire du Parti pour la construction et la solidarité Diengu Tabakh et membre de la coalition Jotna. Boubacar Camara, l'homme aux multiples casquettes, un profil atypique, juriste, vous êtes docteur en droit, inspecteur des douanes, inspecteur général d'État. Vous avez une riche carrière administrative et professionnelle. Directeur général de la douane, inspecteur général d'État, comme je viens de le dire. Vous êtes en retraite anticipée de ce corps d'élite. Secrétaire général du ministère chargé de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie, dirigé alors par Karim Wade. PCA, président du conseil d'administration de Sococim Industrie il y a encore quelques années. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un cabinet de consultation qui conseille des groupes internationaux et des pays africains dans les domaines de l'énergie solaire, des hydrocarbures, du partenariat public-privé, de la douane et du commerce international. Vous vous passionnez également pour la promotion du financement innovant du développement en Afrique, de l'industrialisation et de la construction de villes nouvelles intelligentes. Vous avez un engagement militant assez prononcé depuis quelques années. D'abord comme initiateur du mouvement Génération Y, plateforme de jeunes dont vous êtes le président d'honneur. Au plan politique, la présidentielle de 2019 vous a donné l'occasion de vous porter candidat en votre qualité de président du mouvement Diengu Ngir Jëriñ Sénégal. Candidature parrainée par la coalition FIPU, mais vous êtes recalé à l'étape du parrainage, ce qui vous obligera à soutenir le candidat Ousmane Sonko en occupant la charge de superviseur général de sa campagne présidentielle. Enfin, Boubacar Camara, vous êtes actuellement du Parti pour la construction et la solidarité PCS Diengu Tabakh, membre de la coalition Jotna, et vous êtes l'invité du jury du dimanche. Votre voix est moins audible depuis la fin de l'élection présidentielle de février 2019, marquée par la réélection du président Macky Sall pour un second mandat. Vous n'êtes que président honoraire du Parti pour la construction et la solidarité, qu'on pourrait traduire par, en wolof, Diengu Tabakh. Se révolter ou casser ou construire. Vous nous direz un peu la bonne définition. Un recul pour mieux sauter ou une certaine désaffection pour la politique? Je vous remercie, Mamoudou, de cette invitation et je vous félicite pour la qualité de cette émission que je suis beaucoup, surtout lorsque j'ai été loin du Sénégal pendant 5 mois, qui effectivement permet aux Sénégalais d'écouter et d'entendre des voix diversifiées sur les questions qui secouent notre pays. Désaffection pour la politique sur mon nom, éloignement lié à des considérations professionnelles, oui. Nous considérons que la politique n'est pas un métier. On fait la politique pour faire des propositions, offrir mieux que ce qui se passe ou contribuer à développer le pays en mettant la main à la pâte. Président d'honneur, oui, parce que nous pensons que lorsque vous avez des ambitions de diriger un pays, vous devez apprendre à vous détacher des machines politiques. Et donc les machines politiques doivent apprendre à vivre en dehors de la prégnance de leur leader. Et c'est ce qui explique notre schéma qui consiste à rester en retrait. Effectivement, oui. Pas retrait politique, mais en retrait dans le cadre de l'activité. Cela n'enlève en rien notre contribution à ce combat politique. Diengu Tabakh. Diengu Tabakh, c'est simplement le fait qu'il faut, après avoir analysé l'existant, comme on l'avait fait au mois de mai 2018, il faut se positionner dans la déconstruction. Il faut déconstruire ce qui a été détruit, mieux faire ce qui a été mal fait, faire ce qui n'a pas été fait. Donc il faut absolument une part de rupture quand on veut construire. Et maintenant, le tabac, c'est qu'il faut faire des propositions, des solutions alternatives qui sont meilleures que les solutions qui sont mises en œuvre. C'est ça qui est résumé dans le nom du parti.
Alors, presque un an jour pour jour après la présidentielle de 2019, là je vais parler du contexte actuel. Le premier cas apparu à la fin février, début mars de l'année dernière, la pandémie de Covid-19, est venue tout bouleverser, tous les plans, santé, économie, politique, culture, relations internationales, s'en trouvent quasiment tous perturbés. Vous vous êtes retrouvé bloqué, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'étranger pendant plusieurs mois. 251 morts au moment où nous enregistrons cette émission, 12 032 cas au Sénégal. Quelle réflexion vous inspire la période actuelle? Alors, la réflexion, c'est que cette pandémie a révélé de façon très claire la vulnérabilité de nos économies, a révélé également les faiblesses de notre système global. Le monde fonctionne de façon tellement incertaine qu'aujourd'hui il a fallu cette pandémie pour se rendre compte que tout pouvait recommencer. Mais la gravité de cette maladie tient surtout au fait que, bon, non seulement on n'a pas encore de vaccin ni de thérapie, ce qui est déjà quand même quelque chose de très difficile, ça pose un problème de visibilité pour l'avenir, mais la gravité de la maladie, c'est qu'elle donne des coups de hache à l'économie, jusqu'à l'arrêt. Et ce qui fait que ça ouvre une page noire avec les décès, une page noire avec la stigmatisation, une page noire avec le manque de confiance. Tu perds la confiance, tu t'arrêtes par force, tu bascules dans la pauvreté immédiatement, tu bascules dans une situation inédite. C'est ça la gravité. C'est cette page noire-là qu'il a fallu gérer. Comment expliquer que le monde soit si surpris, pris de court? Oui, mais ça c'est quand même... Alors qu'on pensait avoir tout maîtrisé, avoir le contrôle sur tout. En fait, c'est des choses qui arrivent dans la vie et ça s'explique. Il y a des explications, bien sûr, mystiques. Les gens qui sont convaincus, il y a une part de vérité, qu'il s'agit de sanctions du comportement des hommes. On a vu ça dans l'histoire, on a vu aussi dans les écrits coraniques en particulier comment ces phénomènes-là sont prévus et l'explication qui en est donnée. On a vu ça. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est comment on les gère. Quand nous sommes dans ces situations, comment on les gère. Et dans le cas du Sénégal, je pense qu'au début, ça a été très bien géré. Au début, il y a eu une très grande mobilisation autour de ça, des mesures qui ont été prises. Moi, de l'extérieur du Sénégal, on avait proposé 33 mesures qui vont du dépistage massif à la gestion de la dépouille mortelle, en passant par la gestion de l'éducation dans cette période, les aides alimentaires, l'organisation du plateau médical, etc. Et ce qui s'est passé et qui est étonnant, c'est qu'à partir du 11 mai, et ça c'est la date clé, il y a un changement de stratégie incompréhensible de la part du gouvernement. D'abord, il y a une très grande mobilisation avant, de l'opposition, de toute la société civile, pour des raisons de transparence, de détail de primes dans des commissions, pour des raisons de coordination. Ils ont mis en place le comité de supervision après avoir attribué les marchés. Ils ont créé une suspicion telle que finalement, il n'y a pas eu de concertation. Elle était légitime, cette suspicion? Mais absolument. Elle l'est toujours? Absolument. Et on va aller plus loin sur ça. Alors, ce qui fait qu'à partir du 11 mai, on a l'impression que le gouvernement a complètement changé de stratégie en disant « allons vers l'immunité collective ». Il y avait des pressions de part et d'autre, mais les gens commençaient à s'habituer à ces difficultés. Comment ça a été géré, il faut aujourd'hui faire le point. Il faut faire le bilan et redresser rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait redresser? Alors, puisque vous avez dit que vous avez proposé 33 mesures. On avait proposé 33 mesures pour gérer la crise. À partir du 11 mai, il y a une stratégie qui a eu des conséquences que nous voyons ici, une progression de la maladie. La chaîne de contamination est en train de se développer. Il faut casser. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, fasse une évaluation et reprenne les choses en main. Le gouvernement est en train de perdre le contrôle
de cette pandémie. Reprendre les choses en main, cela devrait se traduire par quoi concrètement? Mais justement, oui. Ça c'était la page noire. Oui. Maintenant, la page blanche sur laquelle il faut écrire ce redressement, c'est ça que le gouvernement tarde à remplir. Ils nous promettent un plan de relance qui ne vient pas. Nous avons, fait une proposition, Tumbi 19, depuis le 3 juin. Tumbi 19, Tumbi c'est un mot wolof qui signifie sortir de l'eau, sortir la tête de l'eau pour éviter la noyade. Tumbi, c'est 19 mesures pour répliquer à la Covid-19. Et ces 19 mesures, c'est trois grands axes. C'est un triangle du développement durable en cas de crise. Le premier triangle, on cherchait l'argent où au Sénégal? On le cherchait dans le financement massif. C'est fini ça. Le financement massif à travers l'endettement, c'est fini. On nous a dit que vous ne pouvez plus vous endetter comme avant. Votre taux de croissance prévisionnel, c'est 1,1%, ce qui est totalement discutable. On ne peut pas nous faire croire qu'on va avoir ce qu'on avait en 2019 plus 1,1%. Donc, c'est un problème. L'endettement, le déficit est passé de 3% à 6,1%. À l'issue de la revue pour dégradation, on nous a mis dans une perspective négative, même si on conserve la dette. Donc, le Sénégal s'est inscrit dans l'initiative de suspension du service de la dette. Donc, nous avons accepté et avoué que ce système a atteint ses limites. Où allons-nous trouver l'argent en dehors de l'endettement? C'est ça que le Sénégal ne sait pas faire dans le cadre de sa politique. Nous avons proposé d'aller vers l'échange de ressources infrastructures. C'est ce qu'on appelle le bartering. Le barter, vous lâchez une ressource que vous avez. Nous, ce que nous avons comme ressources, c'est nos actifs miniers, c'est nos actifs halieutiques, c'est nos actifs sur tous les plans. Et en contrepartie, nous recevons le financement nécessaire pour les infrastructures de développement, ce qui permettra de faire travailler les entreprises sénégalaises dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'assainissement, dans tous les domaines qui sont des investissements structurants pour développer l'économie. Vous préconisez qu'on échange nos ressources contre de l'argent, contre des investissements. Cela veut dire quoi concrètement? Cela peut être interprété comme un bradage aussi. Hein? Non, justement, le bradage, actuellement ce qui se fait, c'est justement le bradage. Vous donnez des ressources dans des conditions tout à fait nébuleuses, avec des pourcentages 10%, 90%, sans maîtrise des conditions de contrôle. Aujourd'hui, si tu prends le pétrole et le gaz, il faut faire les répartitions sur la base du cost oil et du profil oil. Et aujourd'hui, il n'y a aucun système de contrôle des quantités. C'est des plateformes qui sont en mer, qui pompent le pétrole directement dans les bateaux. Aucune maîtrise. Comment donner ces ressources sans que cela ne ressemble justement, à du bradage? C'est des conventions de collaboration. De toute façon, nous, on le fait. On le fait, ça. On sait comment ça se fait. On le fait, on sait que ça marche. C'est des conventions de collaboration que l'État fait avec des groupements d'entreprises qui, ensemble, créent des joint ventures, des sociétés avec des parts qui sont négociées sur des valeurs calculées, très clairement. Et on va sur le marché financier et c'est avec l'argent qu'on retire du marché financier, avec des taux qui vont être légèrement plus élevés que les taux concessionnels qu'on fait quand on emprunte. C'est avec cet argent-là qu'on met les financements. Et il y a un système de contrôle des quantités des ressources et un système de contrôle de la qualité des infrastructures qui sont réalisées. Très bien. Ça, c'est un premier point. Oui. Nous reviendrons sur ces questions économiques parce qu'elles sont très importantes, mais on va suivre un peu notre chemin de fer. Vous dites que le gouvernement, l'État doit reprendre les choses en main. Si nous parlons de la gestion sucto sensu de la crise, est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir à l'état d'urgence, au couvre-feu? Non, ça c'est, je vous dis, c'est l'évaluation de la gestion de la pandémie qui permettra de dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est cette évaluation qu'il faut faire, une évaluation consensuelle. On verra en ce moment-là, en fonction par exemple de l'explosion des cas communautaires, leur situation géographique, quelles dispositions prendre pour briser la chaîne de la contamination. Aujourd'hui, il faut briser la chaîne de la contamination. Cette évaluation doit se faire rapidement. Après, on verra. L'évaluation. Non, c'est l'État. Juste des techniciens ou vous préconisez comme au tout début, parce qu'on a vu le président recevoir quand même un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'acteurs politiques, économiques et sociaux. Il faut revenir à cela. Ah oui, absolument. Il faut absolument que toutes les forces vives de la nation puissent participer à cette évaluation
et que ça soit fait sur des bases scientifiques, sans position hasardeuse, comme on a fait le 11 mai. Au moment, le 11 mai, où on passait à l'immunité collective en baissant les mesures, on n'avait pas encore atteint un niveau de déclin de la maladie. Donc ça, il faut l'éviter. Maintenant, pour reprendre, je suis sur la page blanche. Moi, je pense qu'il ne faut pas continuer à verser des larmes sur le souvenir douloureux de cette pandémie. Ça ne sert pas à grand-chose. Nous avons beaucoup de compassion pour ceux qui sont partis. Nous avons beaucoup de compassion pour ceux qui sont encore malades. Nous avons beaucoup de compassion pour nous-mêmes qui ne savons pas. Vous imaginez une vie où tu passes tout ton temps à craindre d'être contaminé par ton voisin, par ton ami, etc. Donc, nous ne revenons pas sur ça pour le moment. Nous disons, il faut changer la façon de financer notre économie. Il faut faire du bartering. Nous avons les ressources nécessaires pour cela. Il faut faire des partenariats publics-privés pour faire les infrastructures nécessaires au développement. Il faut, sur l'existant que nous avons, économiser nos ressources en évitant les gaspillages. Il faut un programme pour éviter les gaspillages. Supprimer l'ensemble de ces institutions inutiles. Il faut supprimer l'ensemble de ces institutions. Il faut arrêter ces exonérations qu'on fait à coût de centaines de milliards pour les orienter vers des zones qui n'ont aucun impact sur la vie des entreprises et des ménages. Voilà ce qu'il nous faut déjà pour le financement, ce qui est le premier côté du triangle du développement durable préconisé par Toumbi. La réalité sociale au Sénégal, c'est que nous avons beaucoup de cérémonies religieuses, cérémonies familiales, toutes sortes de cérémonies en résumé. Quelle approche faudrait-il en avoir aujourd'hui? Alors pour moi, il faut faire confiance aux communautés. Les communautés qui organisent ces cérémonies, mais ils en sont à combien d'éditions? À plus de 100 éditions. Le Sénégal est à 60 ans d'indépendance. Ces communautés, surtout les communautés religieuses, elles ont organisé des cérémonies pendant un siècle. Mais des rassemblements dans le contexte actuel qui peuvent favoriser aussi la propagation de la maladie, non? Tout le monde le sait. Oui. Elles le savent mieux que nous. Il faut leur donner, le rôle du gouvernement, c'est de leur donner les informations qu'il faut sur la maladie et mettre à leur disposition les techniciens qu'il faut pour leur expliquer. Ces communautés disposent de cadres, de compétences qu'il faut pour comprendre ces enjeux. Et sur la base de ça, elles vont prendre à coup sûr les décisions qu'il faut. Il faut arrêter, il faut respecter. Il ne faut pas mais il ne faut même pas, je vous dis, il faut respecter les communautés. Ce n'est pas au gouvernement de prendre des décisions en disant il faut annuler, il faut faire, il faut ne pas faire. Il faut donner l'information aux communautés, les respecter et leur laisser la responsabilité de prendre les mesures en tenant compte de ces informations. Nous sommes dans un week-end d'Assomption. On a vu par exemple que l'Église a renoncé aux messes. Mais prenons l'exemple de l'Église. Oui. Pendant tout ce temps, le gouvernement a pris des mesures, même des mesures d'assouplissement que l'Église n'a pas suivies. Donc c'est des communautés qui sont responsables. Respectons les communautés. Arrêtons ce débat sur les communautés. Donnons-leur les informations. Les communautés, les familles, les ménages. C'est à l'État de développer une communication franche, directe, en donnant toutes les informations à ces communautés et en concertation avec eux de prendre les décisions idoines. Il ne faut pas que l'État se défausse sur les communautés. Ils ont failli leur responsabilité le 11 mai en développant une immunité collective. Les résultats sont là. Les gens sont en train de mourir. Il y a une contamination. Soyons sérieux. Que le Magal, les Gamou soyons et sérieux. Toutes les autres cérémonies respectons les communautés. Il ne faut pas se défausser sur les communautés. L'État a failli à partir du 11 mai. Il faut rectifier rapidement. Très bien. Donc, Boubacar Camara est l'invité du jury du dimanche. Je rappelle qu'il est le président fondateur honoraire du Parti pour la construction et la solidarité Diengu Tabakh. Il est également membre de la coalition Jotna et il a été directeur général de la douane. Nous l'avons donc invité pour nous parler du contexte actuel dans sa dimension plurielle. Nous allons insister maintenant sur les questions économiques. C'est ça. Une économie sénégalaise en récession, votre commentaire? La réalité est qu'aujourd'hui, les coups de hache de la pandémie ont accéléré un processus qui était en cours. On a dit toujours que la voie de l'endettement
pour développer un pays est une voie sans issue. Nous l'avons montré. Nous avons dit, même si vous avez une croissance, ce sera une croissance qui ne sera pas inclusive. Je l'appelais d'ailleurs en Wolof croissance Roussitunguru. Parce que les retombées de la croissance ne restent pas ici. Les dividendes partent. Les entreprises qui font les travaux sont des entreprises étrangères en général. Donc, on n'a pas les résultats de la croissance parce que les investissements sont réalisés dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup d'emplois, où il n'y a pas beaucoup d'utilisation de la main-d'œuvre, où la participation des populations est faible. Ce n'est pas dans l'agriculture, ce n'est pas dans la pêche qu'on a investi l'argent qu'on a emprunté. Ce n'est pas dans l'artisanat qu'on l'a investi. On l'a investi où? On l'a investi dans les routes, on l'a investi dans le terre, on l'a investi dans des infrastructures qui sont structurantes, qui sont importantes. Oui, mais cette politique logique infrastructure ne date pas d'aujourd'hui quand même. C'est une très bonne politique logique d'infrastructure. Oui, dans l'ancien régime aussi, c'était la logique et vous étiez là. Ce qui n'est pas bon, attendez, ce qui n'est pas bon, c'est quel argent faut-il mettre dans les infrastructures. Ce n'est pas l'argent de l'endettement public qu'il faut mettre dans l'infrastructure. C'est avec un endettement privé. Un endettement privé monté sous forme de schéma, comme j'ai parlé, de partenariat public-privé, intéressant, de schéma de bartering, intéressant, échange ressources et infrastructures. C'est une façon pour vous de critiquer ce qui avait été fait aussi sous le régime du président Abdoulaye Wade. J'ai toujours dit, mais pourquoi je n'ai jamais fait, moi, de politique dans les régimes précédents? Je n'ai jamais cru à cette option de financement des infrastructures à partir d'un endettement massif. Mais vous étiez quand même là, par exemple. Non, mais j'étais, attendez. Secrétaire général de ce grand ministère dirigé par Karim Wade. Que j'assume parfaitement. Vous m'avez toujours décrit comme ce fonctionnaire. J'étais inspecteur général d'État, secrétaire général d'un ministère et j'ai contribué, je pense, de façon importante à la réalisation de toutes ces infrastructures. Nous sommes en train de parler politique, de choix politiques. Je n'ai jamais été dans une position où je dois prendre des choix politiques. Aujourd'hui, je suis dans une position où je dois prendre des choix politiques. Mes choix politiques diffèrent des choix politiques des gouvernements pour lesquels j'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé dans un gouvernement. J'ai travaillé pour des gouvernements en tant qu'agent de l'État. Je ne suis pas dans la justification. Donc, revenons au financement. Vous avez dit qu'il y a la récession. Aujourd'hui, le résultat est là. On a financé à partir de l'endettement. On a financé cet endettement, on l'a investi dans des zones qui ne créaient pas une croissance inclusive. Il faut réorienter l'économie. Il faut réorienter l'économie en amenant l'argent dans l'agriculture. La chaîne de valeur de l'arachide qui a été cassée, il faut la reprendre. On avait tout un dispositif, des usines à Ziguinchor, des usines à Diourbel, des usines à Kaolack, à Dakar. La Sonacos a été cassée. La chaîne de valeur de l'arachide. Aujourd'hui, nous donnons notre production de l'arachide à l'extérieur. On envoie notre produit. Les Chinois viennent acheter notre produit pour l'arachide. Et on importe de l'huile végétale. De l'huile végétale qui ne résiste pas à la haute température. Mais la base de tout ça, c'est le plan Sénégal émergent, référentiel du public comme le martèle le pouvoir actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce plan aujourd'hui? Ce plan, il est complètement dépassé, tout le monde le sait. Non, complètement dépassé. Il faut l'abandonner. Non, je reviendrai sur ça. Je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on ait de l'arachide, qu'on laisse partir, on importe de l'huile végétale qui, à haute température, entraîne toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, la tension, le cancer et tout. Et pourquoi ne pas développer cette chaîne de valeur sur l'arachide? On l'abandonne. Le prix de l'arachide aujourd'hui, il est minable. 200 et quelques. Aujourd'hui, on devrait être à 500 francs le kilo. Senghor parlait de Berigo Djouni en son temps. On a abandonné cette filière. La chaîne de valeur du riz. Aujourd'hui, on importe du riz. Il y a même des rétentions aujourd'hui dans les pays qui produisent du riz. Et ça va venir avec la pandémie. Ils se disent, mais notre riz, notre alimentation, on ne va pas donner notre riz, tout notre riz. Aujourd'hui, il faut développer le riz au niveau de la vallée. Imposer à ces commerçants qui importent du riz, en faire des farmers qui sont investis, qui sont aidés à travers un pont de financement massif. Il faut réorienter l'économie. J'en arrête là. La pêche, on aurait dit la même chose. Les ressources qu'on a au niveau de la pêche et toute la chaîne de valeur au niveau de la pêche. Donc, c'est cette orientation-là qu'il faut si on veut sortir de la faillite économique. On a trop dépendu de l'étranger, y compris pour ce que nous mettons dans notre ventre. Le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel,
Vous dites qu'il est dépassé. Pour deux raisons. Que faut-il en faire? Pour deux raisons. La première raison, c'est avec les découvertes pétrolières qu'on a eues. Le Sénégal est un pays gazier. Et avec ce gaz, il faut aller vers le gaz to power. Il faut transformer le gaz en énergie pour avoir une industrie importante. Et ça, c'est le deuxième côté du triangle de Toumbi. Il faut absolument avoir l'énergie nécessaire pour développer l'industrie. Une industrialisation à partir de la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles. Donc, de ce point de vue-là, le plan Sénégal émergent est complètement dépassé. Oui, d'accord, dépassé, mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, est-ce qu'il faut l'abandonner ou est-ce qu'il faut le réformer? Non, mais il faut notre plan. Il faut notre plan, ah oui? Il faut notre plan. Vous avez un plan? Non, mais bien, je vous ai dit. Lequel? Toumbi, aujourd'hui, c'est votre plan? est un plan. Non, Toumbi est une partie de Tabakh. Tabakh, c'est notre programme de développement qui est totalement complet. Qui se décline comment? Mais justement, je suis en train de vous le décliner. Oui. Je vous ai dit le financement, où est-ce qu'on trouve l'argent? Aujourd'hui, je suis en train de vous montrer comment on investit l'argent. Je vous ai dit qu'il faut l'investir dans l'industrie. L'industrie, ça nécessite de l'énergie. On a le gaz, gaz to power. On a le solaire, on a le waste, les ordures. Mais aujourd'hui, les ordures, c'est de l'or qu'on a à Mbebes. C'est de l'or qu'on a partout. La transformation des ordures, les coques d'arachide, les pneus en énergie. Mais c'est un jeu d'enfant. Moi, j'ai été dans une société qui a 19 à 23% d'énergie de substitution à partir de coques d'arachide, de pneus ramassés, etc. C'est une réalité. Cette énergie permettra d'avoir de l'industrie qui créera des emplois. Ça, c'est un. À combien évaluer votre plan et comment voulez-vous notre plan, pourriez-vous le financer? Non, le financement, si vous ne vous endettez pas. Sur le batteur, oui. sur l'échange, oui. On est à 4 000 milliards. Avec 4 000 milliards, on fait toutes nos infrastructures structurantes. Les routes qu'il faut, les routes départementales qu'il faut, les gares, les trains, etc. Sans vous endetter. Sans aucun franc. Non, mais vous n'allez pas vous endetter. Attendez, sans aucun franc d'endettement public. C'est nos actifs que nous mettons sur la table et on va sur le marché financier en garantissant nos actifs. Les sociétés vont amener l'argent. Ce sera un endettement privé que nous allons rembourser ensemble, y compris par les exonérations. À hauteur de combien? Parce que c'est très important d'être concret. Non, mais les taux, c'est autour de 6% en général. Hein. C'est des taux, en général, les gens même peuvent aller jusqu'au taux Libor qui peut baisser ou augmenter. Oui, je veux parler de la part d'endettement de votre plan. Non, de votre financement. Tout est endettement. C'est le type d'endettement qui change. Très bien. C'est un endettement. On ne sort pas de l'endettement. Non, on est bien d'accord. On sort complètement de l'endettement public, multilatéral, bilatéral, encadré par les bailleurs. Mais on s'endette quand même. C'est l'État qui... Ce n'est pas un endettement. Tu prends ton argent, tu dis, moi j'ai un actif, vous en avez besoin, je vous mets l'actif sur place. Vous exploitez l'actif à hauteur de 4 000 milliards. Vous me mettez 4 000 milliards sur place avec un taux d'intérêt de 6%. Ensemble, nous mettons une société, joint venture, et nous construisons notre pays. Nous construisons nos infrastructures et vous exploitez les mines, les ressources halieutiques, le pétrole, le gaz à hauteur de ces 4 000 milliards. Ce qui va d'ailleurs permettre de lutter contre toutes ces commissions pétrolières, la malgouvernance, etc. Ça, c'est le financement. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Avec quelle projection, horizon? Non, ça sur 2 ans, on met en place tous les schémas pour avoir les 4 000 milliards pour les infrastructures. J'ai donné que cet exemple. Très bien. Et là, je vous dis, le deuxième volet, c'est l'industrie. Vous développez l'industrie, transformation agricole, vous développez l'industrie pour avoir l'autosuffisance alimentaire, vous développez l'industrie pour avoir, vous prenez votre fer que vous transformez en acier, vous prenez la bauxite venant des pays voisins comme la Guinée pour avoir de l'aluminium, vous n'allez plus casser les forêts, vous allez avoir tout un ensemble d'écosystèmes qui va se développer avec de petites industries, développer la formation professionnelle, etc. C'est votre idée de la route oui, de l'acier qu'on a développé avec le président Atepa, avec d'autres pays comme la Sierra Leone, c'est... Qui donne quoi d'ailleurs concrètement? Mais absolument. Depuis que vous en parlez. Non, mais je veux dire, ça donne que nous avons aujourd'hui la possibilité de transformer du fer venant du Sénégal ou des pays étrangers à partir de notre gaz pour avoir les centrales qu'il faut et avoir l'acier et être évidemment un centre important. Invité du... Oui, terminé. Oui, non, je voulais juste vous dire que quand vous orientez l'économie vers ces chaînes de valeur dont j'ai parlé, quand vous faites une industrie, vous avez des investissements qui permettent d'avoir un développement durable. Et on reviendra maintenant sur les bénéficiaires, l'éducation, la santé, etc., dans le troisième point. Et ce sont ces 3 éléments du triangle qui constituent effectivement le triangle du développement durable de Toumbi 19. Invité du jury du dimanche, Boubacar Camara. Question de relance, Ibrahima Bousso.
qui vous demande que proposez-vous à l'État, ou en tout cas concrètement, pour relancer notre économie après Covid, pour éradiquer définitivement, ce sont ces termes, le chômage, l'importation, et asseoir une indépendance économique. Et puis Cheikh Binam Intello, qui suit apparemment les activités de Génération Y, qui vous demande un peu la vision de cette génération rapportée au contexte actuel. Relance, quel levier? Alors, le levier aujourd'hui, et ça c'est extrêmement important, qu'est-ce qu'il faut combattre? C'est la pauvreté, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et la maladie. Ce sont ces 5 grands mots que nous avons. Pour les combattre, on a donné des moyens à l'État. Depuis 60, on est à plus de 27 000 milliards mobilisés dans le budget, sans compter l'endettement, qui tourne autour de 8 000 milliards. Le résultat, il est là. Est-ce que la pauvreté a vraiment reculé au Sénégal? Est-ce que l'éducation est sur pied? Est-ce que les jeunes ont trouvé des emplois? Oui, tout récemment, d'après des statistiques de l'ANSD, le Sénégal est passé en termes de taux de pauvreté de 46 à autour de 37-38%. Oui, mais justement, c'est des statistiques qui partent de quoi? La pauvreté des Sénégalais. Vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas que la pauvreté est reculée au Sénégal? La configuration des ménages au Sénégal. Vous voyez une personne qui travaille... Vous êtes quand même un grand commis de l'État. Quand l'ANSD donne de telles statistiques, est-ce que vous êtes bien placé pour les contester? Mais je te dis, oui. Les statistiques de l'ANSD obéissent à des règles de calcul qui ne permettent pas de rendre compte de la réalité de la pauvreté au Sénégal. Aujourd'hui, quel est le taux de résilience lié à la solidarité dans les familles? Vous savez, vous travaillez dans une famille de 20 personnes, vous avez votre salaire que vous distribuez. Quel est ce taux de résilience? Quel est le taux de charge des personnes âgées dans les familles à partir des salaires de ceux qui travaillent? Vous avez ces chiffres? Je vous renvoie la question. Mais on n'a pas ces chiffres. Justement, vous devez y travailler. Non, ce n'est pas y travailler. C'est le système économique qu'on a. On nous fait croire à des constantes, à des données macroéconomiques qui ne reflètent pas la réalité. Vous contestez les statistiques de l'ANSD? Je ne conteste pas les statistiques de l'ANSD. Oui. Je conteste formellement la façon dont on veut nous faire comprendre la pauvreté. La pauvreté de quelqu'un, c'est quand il a un loyer à payer et qu'il ne peut pas le payer. La pauvreté de quelqu'un, c'est quand du matin au soir, il cherche de quoi manger tous les jours. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus à leur faim, ne mangent plus les repas qu'il faut. Quand ils ont besoin de se soigner, ils diffèrent. Ils diffèrent le contact avec le médecin parce qu'ils craignent l'ordonnance. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est quand tu travailles et qu'il y a 200 000 gosses tous les jours, tous les ans qui viennent pour demander de l'emploi et qui ne l'ont pas. La pauvreté, c'est quand vous travaillez, vous faites vos études, vous avez votre diplôme et que vous ne pouvez même pas avoir un stage. La pauvreté, c'est quand vous êtes à la retraite et que vous ne pouvez pas vivre tous les jours. Il n'y a pas de minimum de vieillesse. Le défi ou même l'enjeu, c'est l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous redoutez à la place de cette autosuffisance alimentaire une crise alimentaire? Non, on a déjà la crise alimentaire. Aujourd'hui, on a la crise alimentaire. Ça a été au début, en 2008, on a eu un aperçu. Aujourd'hui, cette crise alimentaire, c'est que les grands pays ont besoin de ces forces pour vivre, pour être... bien d'accord, il n'y a pas quand même de famine au Sénégal. Il y a des gens qui vivent la famine, mais on n'a pas une situation de famine généralisée. Ce n'est pas ça. Tu sais, moi, ce genre de cliché, je n'y suis pas. J'ai travaillé sur ces chiffres pendant toute ma vie. Je sais très bien de quoi on parle. Je ne suis pas dans la réplique politique pour dire je défends, je suis moins mauvais parmi les pires. Non, je suis dans le réel. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, il faut redresser l'éducation. Pour redresser l'éducation, il faut une grande réforme. Et nous avons prévu 8 000 milliards. 8 000 milliards adossés aux actifs pour faire toutes les réformes de l'éducation avec un fonds revolving, la prise en charge de l'éducation des jeunes avec un remboursement à la fin. Étudier. Nous avons prévu pour la santé un budget de 600 milliards par an pendant 5 ans. Avec un plateau médical, des polycliniques dans chaque département. Nous avons prévu de façon claire et nette pour le chômage, avec l'industrialisation, l'emploi qu'il faut créer, la formation professionnelle qui permettra d'amener les gens vers l'agriculture urbaine. Ça, c'est des réalités. Donc aujourd'hui, tant qu'on reste dans les schémas classiques,
on peut toujours donner des justifications. Je pense qu'on n'est plus à l'heure de la justification. Et pour le faire, il faut aménager le territoire, il faut régler le problème du foncier, il faut faire les réformes de l'administration, il faut faire les réformes de la justice. Vous anticipez sur mes questions à venir, mais arrêtons-nous un peu, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'endettement et que votre plan aussi, vous dites que c'est l'endettement. La seule différence, c'est que ce n'est pas de l'endettement public, mais de l'endettement privé. Alors, est-ce qu'une annulation de la dette africaine, sénégalaise et plus particulièrement, pourrait être une bouffée d'oxygène ou vous n'enfourchez pas ce cheval-là? C'est du cinéma. Ah oui? Il ne faut pas demander l'annulation de la dette. Quand vous êtes dans un système, oui. Quand vous êtes dans un système, il y a des règles dans ce système. Les règles dans ce système, c'est que cette annulation, il faut y avoir droit quand on est pays pauvre, très endetté. On a eu ça au Sénégal. Et ensuite, quand vous demandez un endettement dans une situation exceptionnelle, il faut expliquer comment vous allez vous réendetter. L'annulation, il faut dire comment vous allez vous réendetter et comment il faut le faire. Mais ce n'est pas un discours politique. Je vois des associations qui se mobilisent pour dire qu'il faut annuler la dette, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et ceux qui disent qu'ils nous soutiennent pour annuler la dette, pourquoi ils n'ont pas annulé la dette du Sénégal? Les pays qui disent qu'ils nous soutiennent pour l'annulation de la dette, la première chose à faire, c'est d'annuler la dette. À la limite, ils parlent de rééchelonnement. Mais justement, ce qu'ils ont fait, oui, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Oui. Ils se sont inscrits à l'initiative du G20 pour la suspension du service de la dette. Toutes les commissions, les intérêts, ils l'ont fait. Et dès qu'on l'a fait, on nous a mis en revue pour dégradation. Le président Macky Sall se trompe en engageant le combat pour l'annulation de la dette africaine. Bien sûr. Mais ça décrédibilise. Ça décrédibilise notre pays. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une annulation de la dette. Non. Oui. Non, en ce moment, on était pays pauvre très endetté. Oui. Et là, on était éligible et ça a été fait. Aujourd'hui, on ne s'amuse pas avec les histoires d'État. On ne s'amuse pas avec les histoires d'État. Il faut changer notre façon de gouverner ce pays. Il faut changer de cap. Il faut voir comment financer l'économie, comment investir et comment dépenser l'argent que nous avons obtenu sur la base de cet investissement. Et c'est ça qui n'est pas fait. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, le PSE est complètement dépassé. Boubacar Camara, invité du jury du dimanche, il est homme politique, président honoraire du Parti pour la construction et la solidarité, Djengou Tabakh. Alors, nous allons parler, avant d'arriver aux questions politiques, des questions d'aménagement du territoire, de politique de nouvelles villes. Vous travaillez sur ces questions-là, ces questions d'aménagement, les politiques de nouvelles villes intelligentes. Cela donne quoi comme résultat? Alors, c'est déjà très important de comprendre que lorsqu'on est dans un pays qui est un territoire, il faut que les richesses soient réparties de façon équitable. Et les investissements également. Il faut également que les vocations de chaque zone puissent être exploitées. Pour que les gens soient au courant de l'existence d'un plan national d'aménagement du territoire. Bien sûr. Qui a été adopté. Non, c'est un plan d'aménagement du territoire qu'il faut revoir. Mais il vient d'être adopté. J'ai écrit les textes sur l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'aménagement du territoire était dans notre ministère avant de partir. Donc c'est des questions que je suis depuis très longtemps. Le problème n'est pas d'avoir un plan. Le problème, c'est d'avoir un plan qu'on applique. D'accord, mais vous êtes d'accord avec le plan? Le cadrage, non. Oui, le cadrage, il est là. Les axes sont bien définis, là où les potentialités sont. Les Sénégalais, les techniciens sénégalais maîtrisent ça. Très bien. Compte tenu maintenant, oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que les politiques d'aménagement du territoire doivent servir à redistribuer l'économie. Le premier lit, c'est le foncier. Aujourd'hui, on a un problème pour le foncier. On a un système qui est là depuis 1964, qui a des avantages énormes en termes de sauvegarde avec le domaine national et en domaine privé, même s'il y a des problèmes par-ci, par-là pour le littoral. Mais le premier problème qu'on a, c'est que l'investissement agro-industriel ne fait pas l'objet d'un titre foncier spécifique. Il faut un titre foncier agro-industriel pour que tu puisses l'utiliser pour faire de l'agro-industrie, que tu puisses le fructifier en tant qu'agro-industrie, mais que tu ne puisses en abuser qu'en tant
agro-industriel. Vous ne pouvez pas avoir un titre foncier agro-industriel et après transformer ça en terre que vous allez vendre ou bien pour aller faire des logements, etc. Rapporté au débat actuel, on l'a vécu, hein, les terres de Ndengler, on parle aussi d'autres terres. Oui, il nous manque deux choses dans notre dispositif. Oui. La première chose, c'est qu'il nous manque un titre foncier agricole. La réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Ils ont commencé une réforme sur le foncier qu'ils ont arrêté. C'est une question extrêmement difficile, mais il faut l'attaquer. Ce qu'on a compris, il faut un arbitrage entre l'investissement, ceux qui veulent investir dans l'agro-industrie, mais aussi les populations locales qui veulent exploiter les terres parce qu'elles considèrent que ces terres leur appartiennent. C'est quel arbitrage? Voilà, l'arbitrage, c'est qu'il faut séparer carrément le titre foncier agro-industriel du titre foncier communautaire. Aujourd'hui, il n'existe pas de titre foncier communautaire, j'y reviendrai. Le titre foncier agricole, ça va te permettre d'avoir un titre foncier qui te permet de lever des financements auprès des banques et des institutions financières, mais vous ne pouvez pas changer de destination, sauf si la terre est complètement dégradée et qu'il y a un déclassement qui est fait par l'État. Et il y a des obligations qui vont tenir, il y a des périmètres, il y a des quantités qu'on te donne en fonction des projets, etc., pour éviter qu'on vous donne des quantités astronomiques qui sont utilisées à d'autres fins. Donc il faut faire des réformes pour avoir un titre foncier agro-industriel. Vous considérez quand on donne 200, 300 hectares à quelqu'un que c'est astronomique? Ça dépend du projet qui est là. Un projet validé, accepté par le gouvernement, accepté par les populations, avec des retombées, des calculs, un business plan, avec un investissement mobilisé, qu'on donne 500 ou 1000 hectares, ça me gêne pas. La dimension doit être appréciée par rapport à la pertinence du projet. Mais quand on donne 2 hectares à quelqu'un qui va faire de la spéculation autour, c'est extrêmement grave. Donc, je dis, titre foncier agricole, transparence dans la gestion. Et ça, même dans les grandes villes, on assiste à ce phénomène. Justement, même dans les projets de l'État, parfois on veut faire un aéroport, on prend plus d'hectares qu'il nous faut, on empiète sur la communauté et ça crée toujours des problèmes. Et après, derrière, c'est des spéculations, on transforme en titre foncier, etc. Cas concret d'aménagement du territoire, la ville de Diamniadio, avec aussi une plateforme industrielle, c'est parce que le temps qui nous manque là n'est plus énorme. Oui. Voilà. Le lit, c'est le foncier d'abord. Oui, tu règles le lit, le foncier. Tu as le titre foncier agricole, tu as le titre foncier communautaire. C'est aux communautés, aux villages à qui il faut donner des titres fonciers, qui vont se les partager selon des règles démocratiques et qui ne peuvent plus être dans la situation précaire où on dit c'était le champ de mon grand-père, je suis après le décès, il faut refaire une demande, etc. Ça appartient à la communauté, c'est retravaillé. Et les communes ont... Et là, ça va permettre de lutter contre tous ces maires qui font des délibérations, contre des dessous de table, etc. Très bien. Le lit étant fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut y poser? Cas concret de Diamniadio, parce qu'il faut qu'on aille très vite. Est-ce que Diamniadio peut être classé comme faisant partie des villes nouvelles, intelligentes? C'est une ville nouvelle. Oui. Qui a été construite, qui a commencé depuis 2014, qui a été construite par pièces détachées. Petit à petit, on a fait, il n'y avait pas de cœur de ville au départ, ensuite il y a le germe de ville, mais ça a été bien rattrapé à un moment donné. Aujourd'hui, il y a un volet industriel, parc industriel qui marche, il y a un volet, l'articulation logement et industrie, ça pose un problème, ce qui fait que ça n'a pas beaucoup répondu. Il y a un transfert d'une partie de l'administration. Pendant ce temps, on avait déjà fait le building. Donc, il y a une partie de l'administration qui est allée là-bas. Le reste est sur place. On n'a pas cette vie qu'on pouvait attendre de Diamniadio, mais c'est un embryon de pôle qui peut effectivement avoir des impacts importants. Quelle est la caractéristique d'une ville nouvelle intelligente? Bon, la ville nouvelle intelligente, déjà le mot intelligent, c'est que ça doit être alimenté par une énergie qui n'est pas énergie propre. Énergie propre, le net zéro, l'énergie solaire, et les bâtiments doivent être intelligents. Chaque bâtiment est en réalité un groupe générateur d'énergie, avec la possibilité de partager des connexions, avec la possibilité de partager d'énergie, etc. La ville nouvelle doit être à la fois une ville de dortoir, mais une ville de vie économique, avec une agriculture autour. Les zones agro peuvent être réalisées, les gens vont aller vivre, s'alimenter à partir des retombées de l'organisation de la ville. Ça, c'est deux caractéristiques qui sont essentielles dans une ville nouvelle. Il faut pouvoir y travailler, y aller faire des courses, vivre dans la sécurité, avoir de l'énergie propre, avoir de l'agriculture, avoir de la verdure, respirer correctement et avoir de l'espace. Aujourd'hui, on a perdu l'espace. Dakar est devenu invivable. Il faut penser au transfert de la capitale administrative vers Thiès. Il faut penser
à détacher Seulement Mbour. Thiès. Oui. Certains disent qu'on risque encore de boucher. Non, les on ne choses. bouge pas, parce que ça dépend de comment on oriente. Si le dos est tourné vers Dakar ou non, c'est quel type Le d'activité. transfert de la capitale à Thiès. À Thiès, nous sommes en train de l'étudier très sérieusement. Par contre, ce que nous avons fini d'étudier, il faut faire de Mbour une nouvelle région. Une Mbour de nouvelle région avec deux mamelles, la pêche et le tourisme, avec le développement des infrastructures sportives. L'énergie, nous y sommes. Rapidement, votre avis sur le contrat Sénélec-Akilee, résilié par la partie Sénélec aujourd'hui. Vous avez été secrétaire général du ministère de l'Énergie avec son fameux plan Takal. Vous connaissez le sujet. Quel est votre avis sur ce contrat C'était pas un fameux plan Takal, c'est un excellent plan Takal façon de qui a permis de reprendre la situation. Il y avait des failles qui ont été rectifiées par le régime sur place et qui a permis de faire avancer. Et ça a été très bien. Ça, c'était très bien. Et je pense que c'est ça la continuité de l'État. Aujourd'hui, la gestion des compteurs, la comptabilisation pour lutter contre la fraude, ça c'est un projet qu'il faut absolument réaliser. Et ils l'ont réalisé avec une société dans des conditions. Moi, ce qui m'étonne dans ce dossier, c'est qu'il n'y a aucun document officiel publié. Il n'y a aucun document officiel de la Sénélec qui dit que ça ne s'est pas bien passé ou ça s'est bien passé. On voit un débat qui a été organisé, on ne sait par qui et pourquoi. Deuxièmement, il n'y a aucun point de vue officiel de l'État sur cette question pour nous permettre de nous prononcer. Le jour où nous donnerons ces éléments, on se prononcera. Maintenant, ils sont entrés dans un conflit, on ne sait pas quelles seront les conséquences pour l'énergie. Ce qui est plus grave aujourd'hui, indépendamment de Akilee et tout, la Sénélec est en train de revivre des situations difficiles avec la SAR, qui a des problèmes d'approvisionnement. Le Sénégal n'a pas réglé le problème du stockage, même pas le stockage opérationnel pour avoir le brut, pour mettre de l'énergie. Vous avez crainte qu'on retombe dans on les est en train de retomber. Coupures. Quand vous n'avez pas de stockage opérationnel, quand vous n'avez pas de stockage stratégique, quand vous n'avez pas de stockage de sécurité, quand votre raffinerie n'a pas de produit et à l'arrêt parce que ce n'est pas de l'arrêt métal pour faire la maintenance, c'est un arrêt parce qu'il n'y a pas de brut. Et les boulangeries, mais ça va venir, l'ensemble des bateaux de pêche, des pirogues qui ont besoin de cette énergie, on est sur des situations extraordinaires. Alors, vous avez connu Mohamedou Makhtar Cissé, probablement à la douane. Il a été directeur général de Sénélec. C'est pendant sa direction d'ailleurs que ce contrat avec Akilee a été signé. Il est aujourd'hui ministre du pétrole et de l'énergie. Certains pensent qu'il est devenu une cible politique. Je demande votre avis pour vous interroger sur le sujet. A-t-il pu commettre des erreurs dans ce contrat Sénélec-Akilee? Et depuis quand je suis devenu un juge? Je vous demande votre avis. Je vous pose la question. Non, vous n'êtes pas juge. Mais pourquoi je dois juger des fautes ou de quelqu'un sur le dossier que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas? Non. Pour moi, par contre, les cibles politiques, c'est tout le monde. Aujourd'hui, il y a une frénésie de la succession. Aujourd'hui, la question que nous avons au Sénégal, c'est que le président Macky Sall est à son dernier mandat et évidemment, tous les gens qui ont des ambitions pour le remplacer peuvent être des cibles politiques. Je ne dis pas que c'est le cas, je ne suis pas dans ça, je ne suis jamais dans la personnalisation et donc voilà un peu nous ce que nous pensons. La politique, nous y sommes, Boubacar Camara, invité du jury du dimanche. La problématique du mandat, ou du troisième mandat, pour être plus précis, dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, il y a même aujourd'hui des violences avec la déclaration de candidature du président Ouattara. On pense que la même chose va se passer en Guinée. Le cas du Sénégal également fait objet de questionnement. Quelle est votre réflexion sur cette problématique? Alors, ma réflexion, c'est que, mais contrairement à ce qu'on peut penser, moi je suis très content qu'il y ait vraiment ce débat sur les deux mandats. Aujourd'hui, pratiquement, tous les démocrates sont d'accord qu'il faut limiter les mandats à 2 en Afrique. Ça, c'est déjà quelque chose. Et que tous ceux qui veulent dépasser cette limite de 2, ils vont avoir déjà un problème. Dans d'autres pays, il n'y a pas de limitation. Oui, il y a des pays où il n'y a pas... C'est des pays démocratiques. Il y a un débat. Oui. Il y a un débat où les gens se disent pourquoi limiter, pourquoi ne pas limiter. Mais aujourd'hui, en Afrique, en tout cas, dans nos types de pays, presque tout le monde est d'accord sur la légitimité de garder 2 mandats. Maintenant, pour nous, la question, ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question juridique ou juridictionnelle. Parce que si tous les gens qui veulent
faire un troisième mandat, ils changent la Constitution, ils trouvent des dispositions transitoires ou bien ils enlèvent des dispositions transitoires pour créer un débat et le juge va se dire je peux avoir une fenêtre pour décider d'un troisième mandat ou non. Sauf revirement jurisprudentiel, le juge peut dire bon, moi j'en ai marre, les gens m'amènent toujours des dossiers de troisième mandat, c'est fini, je prends une nouvelle jurisprudence, plus de 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Rapporté au cas du Sénégal. C'est possible. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de revirement juridictionnel, donc s'il n'y a pas de revirement juridictionnel, comme Wade avait fait en changeant la Constitution de 2008, Macky a changé le président Macky Sall a changé la Constitution de 2016 pour s'ouvrir cette porte-là, cette porte du débat qui peut aboutir à une autorisation pour un troisième mandat. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas un problème juridique ni juridictionnel. C'est un problème politique. Lorsque vous êtes d'accord sur 2 mandats, vous ne pouvez pas demander un troisième mandat. Vous ne pouvez pas. Et pour le cas du président Macky Sall, vous considérez quoi? Il ne peut pas politiquement avoir mis dans une constitution qu'il faut 2 mandats et demander un troisième. Il ne peut pas avoir combattu contre un troisième mandat de président Wade et demander un troisième. Un troisième mandat. Ça, c'est politique. Sur le plan éthique, il ne peut pas avoir déclaré que c'était son dernier mandat et se présenter. Sur le plan moral, il ne peut pas connaître les conséquences éventuelles de cette décision, les tensions, les morts qu'il y a eu, et demander un troisième mandat. Et je pense qu'il aura la sagesse de ne pas aller dans cette direction. Oui. Dans l'immédiat, il y a des élections locales qui, en principe, devraient se tenir au plus tard le 21 mars. Il faut les maintenir ou les reporter? En fait, il faut les faire. Il faut les faire rapidement. Mars 2021. Non. L'obstacle, c'est quoi? C'est le fichier. Il fallait faire un audit du fichier, ça a pris du temps. Nous avons proposé dans Toumbi 19, justement, qu'il faut changer le fichier. Il faut mettre un fichier sur la base de la Constitution. On dit tous les Sénégalais qui ont 18 ans révolus et qui n'ont pas de problème de capacité, ils sont dans le fichier et on fait une campagne de radiation. On aura un fichier sur lequel on peut faire des élections, ou le 21 mars, ou 2 mois, ou 3 mois après. Mais ne pas faire les élections sous prétexte de pandémie, ou bien de fichiers, etc., je pense que c'est une atteinte aux règles de la démocratie. Terminons avec votre compagnonnage avec Ousmane Sonko. Vous avez été le superviseur général de sa campagne parce que votre candidature à l'élection présidentielle de 2019 avait été recalée sur la question du parrainage. Où en êtes-vous avec ce compagnonnage avec Ousmane Sonko? En fait, il ne s'agit pas d'un compagnonnage. Il s'agit de choix politique qui a été fait. J'étais candidat de FIPOU à la suite d'un appel à candidature. Et je ne suis pas passé au parrainage parce que le parrainage a été organisé pour éliminer certains candidats. Nous y reviendrons, dont moi-même. Et nous avons décidé, dans le cadre de notre mouvement, de soutenir le candidat Sonko. Et j'étais superviseur général. C'est fini. Après cela, on a créé... Non, ça s'est passé, ça c'est le passé. Après cela, nous avons créé notre parti, le Parti pour la construction de la solidarité. Et après cela, une coalition a été créée, Jotna, dont il est membre et dont nous sommes membres. Nous sommes dans la même coalition. Entre vous deux, qui est le champion de l'antisystème? Oh là là, je pense que je ne suis pas en concurrence avec Ousmane Sonko. Ceux qui attendent cette concurrence-là, ils perdent leur temps. Oui, il a une ambition présidentielle. Je ne suis pas obligé de répondre à des questions qui sont liées à des personnes. Vous me l'avez dit, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon dada. J'insisterai quand même en tant que journaliste, et on va finir cette émission. Karim Wade, avec qui vous aviez travaillé quand il était surnommé ministre du ciel et de la terre, aujourd'hui le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, et beau-frère du président Macky Sall, Mansour Faye, peut-il être considéré comme le clone du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Mais tout dépend de vous, la presse. Si vous décidez aujourd'hui que je suis le clone de Macky Sall, je le serai, à force de le marteler. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Je ne suis pas dans la voyance, je ne suis pas dans la fiction. Je suis dans la réalité et dans le combat politique. Qui va remplacer Macky Sall, c'est le peuple qui en décidera. Maintenant, ce que les présidents africains doivent arrêter de faire, et là je suis vraiment en phase avec vous, ce que les présidents doivent arrêter de faire, c'est de penser à leurs successeurs. On n'est pas dans des monarchies, on est dans des démocraties, des systèmes qu'il faut respecter. Le moment venu, vous laissez les candidats compétir et les populations trancher. On est à 4 ans quand même de cette présidentielle 2024. Vous êtes quand même candidat? Tenté, toujours? Vous avez dit qu'on est à 4 ans.
je prie d'être là déjà. Oui. Et j'attendrai cette question à la veille des élections de 2024 avec vous. Terminons cette émission par cette réflexion, puisque vous avez parlé de succession, comme quelqu'un l'avait dit, ne commettez pas le péché d'orgueil en pensant que vous êtes investi de la mission de choisir votre successeur. Absolument. Merci Boubacar Camara, invité du jury du dimanche. Mamoudi Brakan à la présentation, à la technique, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Iba Marsen pour la prise de son, Aliou Diouf et Abdoulaye Silla pour le site imedia.sn, articles et photos à lire ce dimanche. Et puis pour les réseaux sociaux, Birom Pouy et Mamoudou Diagne. Bon dimanche et surtout un clin d'œil à la communauté catholique avec ce week-end d'Assomption. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.